Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptator et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. De retour après une petite pause, nous reprenons aujourd'hui avec le 3e tome des aventures de notre sorcier préféré, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, écrite par celle dont on ne veut plus prononcer le nom et réalisée par Alfonso Cuarón. Bien évidemment, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Marie, salut Marie. Salut Audrey. Et de Mathilde, salut. Salut Audrey. Comment allez-vous ? Écoute, on va parler de Harry Potter, donc moi ça va. Qui se sent de résumer le tome ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que... Plouf, si t'as un résumé sous les yeux, vas-y. Bah écoute, oui, je l'ai écrit exprès, donc... Donc c'est quoi, fais-le. Donc nous retrouvons donc Harry qui passe comme d'habitude d'un été infernal chez les Dursley. La sœur de Vernon doit venir leur rendre visite et le bon comportement de Harry conditionnera la signature par son oncle d'une autorisation de sortie, car à partir de la 3e année, les élèves ont le droit d'aller visiter le village juste à côté de l'école, qui est le seul village qui ne contient aucun moldu. Seul village 100% sorcier. J'allais dire normal. 100% sorcier de Grande-Bretagne. Il te faisait rêver ce village. Ah mais oui. De ouf. Et donc pour ça, ils ont besoin d'une autorisation signée des responsables légaux. Bien évidemment, ça va mal se passer, et Harry va s'enfuir de chez son oncle et sa tante après avoir lancé un sort qui transformera la tante Marge en un ballon de baudruche qui va s'envoler jusqu'à Sheffield, je crois, j'ai oublié de... Mais en plus, c'est même pas qu'il lance un sort. Oui, non, en fait, c'est hyper... Ouais, voilà, c'est même pas volontaire. C'est vraiment la grosse erreur de la très grosse erreur de la tante Marge. Enfin, vraiment... Rowling, l'autre, celle dont on ne prononce pas le nom, avait déjà un problème avec la grossophobie quand même un peu. Ah bah ouais, souvent. Hein, Oui, parce que les Dursley aussi prennent cher. Hein. Là, j'ai relu le début il y a 2 jours et c'est vrai que Dudley dans la description, c'est. Mais c'est pas qu'elle. Quand je réfléchis, moi, toutes mes lectures d'enfance, c'était quand même assez classique. Voilà, je suis désolée pour le petit gros, en gros, qui pas forcément méchant, mais qui était un boulet. Au mieux. Je crois que c'est pas indiqué, hein, jusqu'où Non. Ah, c'est peut-être dans le film, parce qu'il me semblait que... Dans le film, elle vole tout le monde. Mais dans le film, je crois qu'il y a une mention dans un journal derrière. Oui. Ouais. Mais le film, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Patience. Après un trajet en magicobus, il arrive au chemin de traverse où l'attend le ministre de la magie. Harry s'attend à prendre son renvoi de Poudlard, mais au contraire, le ministre est plutôt doux avec lui et lui demande de passer le reste de l'été au chaudron baveur et de ne pas trop sortir, car un dangereux prisonnier s'est échappé de la prison d'Azkaban. Et Sirius Black, puisque c'est son nom, serait un dangereux criminel. Mais pour le moment, on ne sait pas exactement qui il est ni ce qu'il a fait. On sait juste qu'il a tué 13 personnes d'un seul coup. Pas mal. Parce que t'as plutôt bon palmarès. Qui explique potentiellement pourquoi il s'est retrouvé à Azkaban. Voilà, petite cause à effet assez logique. Harry passe son meilleur été sur le chemin de traverse, il est enfin dans son monde, voilà, il passe tous les après-midi à manger des sundaes en faisant ses devoirs. Est-ce qu'on n'a pas, tous rêvé, mais quand vous avez lu ce passage, vous n'êtes pas juste dit, mais c'est trop bien, je veux être à la place de Harry. Tu dors à l'hôtel, tu prends des glaces, t'es... Ouais, non, c'est... La rentrée scolaire arrive et nos 3 héros font le voyage en Poudlard Express dans le même compartiment qu'un nouveau professeur, R.J. Lupin, qui nous est décrit comme étant en piteux état, vêtements élimés et très tirés. Durant le voyage, ils sont attaqués par les détraqueurs, donc des créatures pas top cool, qui sont en fait les gardiens de la prison, créatures des enfers dont la mission est d'aspirer toute forme de joie d'une personne. Nickel. Harry s'évanouit et Lupin fait fuir les détraqueurs. L'année scolaire se passe aussi calmement qu'une année peut se passer à Poudlard. Hagrid, qui est devenu professeur de soins aux créatures magiques, doit préparer sa défense parce que son premier cours se passe pas très bien et qu'une créature... Un hippogriffe attaque Malfoy. Qu'il avait mérité, d'accord, mais... Ouais, doit préparer sa défense et celle de son hippogriffe après que celui-ci se soit défendu de Malfoy, qui s'est comporté comme Malfoy et qui du coup a manqué de respect à la créature et la créature s'est vengée. On s'interrogera sur quand même la pédagogie de Dumbledore, la vision pédagogique de Dumbledore. Comment devenir prof à Poudlard ? Soit une personne. Et encore, tu peux même être un fantôme ou un centaure. Je m'avance un peu sur le site. Voilà. Mais il y a plein de choses qui sont possibles. En fait, au final, c'est un petit peu comme maintenant dans l'éducation nationale. Genre, c'est un petit speed dating de 30 minutes et on prend un peu n'importe qui a envie. Vous aimez les animaux ? Venez enseigner, voilà. Soins aux animaux. Les cours de divination prédisent la mort d'Harry chaque semaine. En même temps, le fait qu'il soit encore en vie à 13 ans relève un peu du miracle des fois. Vu qu'il a été sous-nourri, qu'il a grimpé magiquement sur des toits scolaires... Pourquoi cet enfant est encore en vie ? On se pose la question. Mais bon, tant mieux pour lui, hein, mais quand même. Hermione et Ron ne se parlent plus car ce dernier est persuadé que Patoron, donc le chat d'Hermione qu'elle s'est acheté pour son anniversaire, a mangé son rat, Croutard, qui est quand même un très vieux rat, hein, parce que, rappelons-le, il a 12 ans. Et c'est beaucoup pour un rat des champs. Et sans pouvoir magique. Et sans pouvoir magique. Alors que Patoron... C'est un demi-flaireur. Ah, mais oui.
N'ayant pas eu de signature sur son autorisation pour Préolard, car même le ministre de la Magie et McGonagall ont refusé de lui signer, Harry se résout à ne pas aller à Préolard. Mais c'était sans compter sur les jumeaux Weasley, qui ont plus d'un tour dans leur sac et qui lui confiaient la carte du maraudeur, une carte très utile qui montre en temps réel les personnes présentes dans le château, mais aussi les passages secrets. Harry apprend que Sirius veut le tuer, et que c'est lui qui a trahi ses parents en le livrant à Voldemort, et qu'il a tué son ami Peter Pettigrew, et que c'est aussi son parrain, et que c'est pour ça qu'il est possiblement une fois de plus en danger. Yes. Il avait comme les meilleurs tuteurs du monde, hein. Soit son oncle et sa tante, soit un tueur. Je crois que dès le début, voilà, on voulait pas qu'il vive. Et puis la résolution finale, Buck l'hippogriffe est décapité. Croutard refait surface. Le trio apprend enfin qui sont les créateurs de la carte du maraudeur, quel est le secret que Lupin leur cache depuis le début de l'année, et quel est le fin mot de l'histoire avec Sirius. Ah non, c'était sans compter ce qui pose problème dans ce tome, qui posera également problème dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, mais nous ne sommes pas ici pour parler des fanfictions. Pour que tout se finisse bien, pour tout le monde, Hermione et Harry vont utiliser l'artefact préféré de Marie, le retourneur de temps. J'ai un problème avec les voyages dans le temps. Un artefact magique qui permet de remonter dans le temps et qu'Hermione utilise depuis le début de l'année car elle a choisi toutes les options et donc a plus d'options que d'heures dans une journée en fait, donc elle est obligée de tricher et de remonter le temps pour faire tous ses cours. Encore une fois, on ne s'inquiète pas du burn-out des élèves, c'est fabuleux. Non, voilà, on t'explique qu'elle oublie d'aller à des cours, qu'elle s'endort à la bibliothèque, mais tout est normal. Ils parviennent à sauver tous les gens qui doivent être sauvés. Je garde un petit peu de mystère au cas où des gens écouteraient ce podcast sans avoir lu. Ou vu les films. Tout est bien qui finit bien, presque. Car Peter Pettigrew parvient à s'échapper. Il se cachait depuis tout ce temps sous l'apparence de Croutard. C'est pour ça que c'était un aussi vieux rat. Et en fait, c'est lui le vrai traître de l'histoire. Non content de passer toutes ses nuits dans le lit d'un enfant de 13 ans, c'est aussi un grand traître des familles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce tome ? J'ai balancé un truc, je vais me faire détester de tous les gens. Parce que je sais que ce tome, c'est un des préférés de beaucoup de personnes. Je vais aller refaire du café, comme ça j'entends pas. Je suis sûre que c'est à cause du retourneur de temps. Non, en plus c'est même pas ça. Franchement, c'est même pas ça parce que pendant longtemps ça a été mon préféré, même si je dois le reconnaître, ce n'est pas mon tome préféré. Pour la simple et bonne raison qu'il y a le retourneur de temps. J'ai un vrai problème avec les voyages dans le temps. Mais ça, c'est pas tant ça. C'est juste que souvent, oui, je suis une grande fan d'Harry Potter, je lis plein de trucs en rapport, etc. C'est vrai, d'accord, très bien. Et souvent, les gens disent que ce tome-là, c'est leur préféré. Et je comprends sur les points de vue. Et souvent, leurs arguments, c'est, même quasiment à 100%, c'est on voit le côté policier de l'autrice, on sait elle arrive à mettre des intrigues et tout, et the retournement de situation à la fin. Et en fait, vraiment, relisez ce bouquin. Non, bon, j'arrête d'imposer mon idée, mais dans les faits, elle est pas subtile dans l'écriture. Elle est pas si subtile que ça dans l'écriture du tome 3. Elle l'est beaucoup plus dans les tomes 4, 5, 6, 7. Mais dans le tome 3, le truc de pourquoi est-ce que tout le monde cache à Harry l'existence de Sirius et le fait qu'il est... j'ai mon micro qui est en train de se barrer. Mon micro n'est pas d'accord avec moi. Mon micro se barre. Le micro se casse. Même pourquoi est-ce que tout le monde cache à Harry le fait qu'il soit et Sirius soit son parrain? Genre dites-lui dès le début. Tranquille, on est ok pour lui dire que Voldemort veut le tuer alors que Voldemort c'est un mec, on sait pas où il est. Par contre, personne ne va lui dire que Sirius, qui est soi-disant enfermé à Azkaban et ne peut pas s'en échapper, qu'il a quelqu'un d'autre qui veut le tuer. Non, ça y a personne. Malfoy est au courant, je comprends même pas comment Malfoy peut être au courant que Sirius était le parrain de Harry et qu'il aurait trahi, mais en fait non, parce que ils sont pas censés savoir qui est mange-mort et qui ne l'est pas. Pour moi, j'avais compris que par contre que tout le monde savait que Sirius était le parrain, enfin une partie. Non mais ça, ok, mais du coup ils sont quand même censés savoir qu'il n'est finalement pas coupable. Ils savent t'as l'impression qu'ils savent tous qui sont les mange-morts, mais en fait non. Il y a plein de petits trucs qui ne vont pas dans ce tome. Lupin, dans toutes les descriptions qu'elle écrit de Lupin, on voit qu'il a un truc qui le dérange sur comment Harry parle de ses parents. Bon, après, dans les faits, ça c'est aussi comment s'appelle la représentation des films qui nous biaise parce qu'ils sont présentés beaucoup plus vieux que ce qui est dans les livres. Et dans les livres, c'est vrai qu'ils ont une trentaine d'années. Tu peux comprendre que 30 ans, 12 ans, que tes meilleurs amis sont morts et que tu es en solitude totale. Quand t'entends le fils de ton meilleur ami dire « Ouais, j'entends ma mère supplier pour ma vie et la sienne », t'es... Ah oui, ça me perturbe un peu. Ça, c'est logique. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais moi, je trouve que finalement, ce tome, il est très bien. Hein, attention, j'aime trop hein, le tome 3. Déconnez pas non plus. J'adore le tome 3. Mais je trouve que finalement, dans son écriture, au contraire de la subtilité, il y est allé plutôt avec des gros sabots et qu'on voit qu'il y a eu le passage entre l'enfance du tome 1 et 2 et la partie un peu plus adulte et mature du tome 4, et elle a eu du mal à le faire sur ce tome-là. Voilà, c'était mon non-popular opinion. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et puis, c'est effectivement pas du tout subtil. Ne serait-ce que le secret de Lupin. Oui. Donc, nous pouvons l'annoncer ici. Si vous ne voulez pas connaître de spoilers, écoutez un autre podcast. Rémus Lupin est un loup-garou.
Rémus, Lupin, il s'appelle Loulou, évidemment. Moi, que c'est un loup-garou. Moi, je l'ai lu à 13 ans. C'était une vraie découverte pour le coup. Ah ouais? Ouais. J'avais 8 ans, donc aussi. Par contre, non. Mais après, je pense qu'on faisait peut-être partie. Je l'ai enchaîné. J'ai lu très très vite parce que je voulais tout savoir. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense pas. Pour moi, les gens n'adorent pas le 3 par rapport à l'intrigue. Enfin, tu sais, où l'espèce de génie, de truc, de retourneur de temps et tout. Moi, je me souviens d'avoir lu en me disant non, mais il reste plein de pages, c'est sûr, il va se passer un truc. Oui. Par contre, je trouve que l'univers s'enrichit tellement dans le 3. Ah oui. Il y a beaucoup de choses. Je sais que moi, j'ai vraiment... En plus, j'ai découvert les 3 premiers en même temps. Oui, bah oui, moi aussi. Et le 3, il y a un tel changement, puis il y a plein de conclusions qui font plaisir, genre Quidditch et tout, t'es content, quoi. En fait, il y a plein de petits moments un peu forts comme ça. Je sais pas si c'est mon préféré, mais celui-là, je crois que c'est un de ceux que j'ai le plus relu, surtout que j'attendais le tome 4. Et voilà, il y a plein de personnages intéressants qui apparaissent, donc Sirius en particulier. Et c'est la première fois aussi qu'on a une fin qui n'est pas complètement positive. Oui, c'est vrai. T'as ce sentiment d'injustice que bah non, Sirius, il sera pas innocenté. Il y a la menace Voldemort avec Petit Gros. Je suis désolée, je spoil, hein, mais bon, après, si vous écoutez le podcast, a priori... soit vous voulez être spoilé, soit qu'est-ce que vous faites là, en fait, mais... Et puis ouais, non, je trouve que l'univers s'élargit et on découvre énormément de choses et la dynamique entre les personnages est intéressante. C'est plus ça que l'intrigue en soi. Enfin, voilà, je pense que les gens aiment vraiment ce tome-là aussi par rapport à tous ces nouveaux personnages, à Sirius et à cette première fin un peu plus... pas douce amère, faut pas exagérer, mais un peu moins heureuse conte de fées que les 2 premiers. C'est pas d'une subtilité absolue, je suis d'accord. De toute façon, même dans la description des personnages, surtout au début, c'est vrai que la famille Dursley s'enrichit avec la tante absolument odieuse, raciste, géniste, tout ce que vous voulez. Là, en le relisant, je fais oui, c'est... Qui a été très largement inspiré par Margaret Thatcher, hein, de sources sûres. Surprenant. Mais ça va très vite, cela dit, le début, parce que oui, on nous présente la tante Marge, mais même en regardant le film, là, en début de semaine, et en reprenant les chapitres, oui. Le début du film, entre le moment où le film commence et où Harry arrive, part de chez les Dursley, il y a 5 minutes de film. Ouais. Il y a littéralement 5 minutes. Et il y a 3 chapitres. Hein, et il y a 3 chapitres, oui. Oui, là où justement dans le tome 4, il faut attendre le chapitre 10 ou 11 pour qu'il soit dans le Poudlard Express. Mais même dans le premier, hein. Oui, c'est vrai que, ouais. Et dans le deuxième aussi, parce qu'il y a quand même une partie, peut-être pas 10 chapitres, mais il y a quand même une partie au terrier. Non, il y a quand même pas mal de choses aussi dans le premier, parce que le premier, il y a, dans le deuxième, c'est un des premiers, on arrive aussi vite dans le monde magique même. Et à Poudlard, ouais. Mais donc voilà, je trouve que finalement, ce tome manque de subtilité pour tout ce qui va apparaître derrière. Après, c'est pas grave, je l'adore parce que les maraudeurs, oui, je sais, c'est pas de très bonnes personnes, on est d'accord, on le verra dans un futur tome, mais moi les maraudeurs, mais leur traitement dans les films, quel enfer. C'est sur ça qu'il fallait faire une série, les gens de Warner, hein. Fallait nous écouter et faire la série sur les maraudeurs, pas un reboot, hein. Toi, tu veux vraiment me lancer sur la série? J'ai tellement de choses très mauvaises à dire. Non, mais ça vraiment, enfin, je sais pas si on va en parler tout de suite, mais dans les films, alors c'est bien comme ils en parlent pas du tout, les gens, c'est pas que les gens puissent comprendre ou pas, mais comment on peut passer à côté de ça? Mais ouais, je sais pas. Le minimum du minimum, la relation entre les 4, c'est prenez, je sais pas moi... La carte du maraudeur? Elle s'appelle la carte du maraudeur. Ok, très bien, pas de souci. Ok, voilà. Et à la fin, t'as quand même ce truc, c'est toujours aussi ridicule quand tu le revois. Tu as Harry qui dit montrer Peter sur la carte et tout, la carte ment, et Sirius dit la carte ne ment jamais. Pourquoi est-ce que Sirius dit ça? Je veux dire que mais oui, parce que Sirius a créé la carte du maraudeur. Ils étaient 4 à la créer. Il y avait James, Sirius, Lupin et Peter. Et c'est pour ça qu'il sait que la carte ne ment jamais. Mais on ne sait jamais qui sont les maraudeurs. On ne sait jamais que James est un animagus. Bah que les 3 sont un animagus. Sirius, on voit se transformer Peter aussi, mais je crois que c'est pas dit. Oui, non, mais voilà, on sait pas pourquoi ils sont devenus, voilà. Et même, je pense que je sais pas, pour un spectateur qui a pas lu les bouquins, quand il voit Sirius et Lupin se prendre dans les bras, enfin, il y a des tas de trucs, on se dit, mais pourquoi, en fait? C'est les liens d'amitié sont pas voire quasiment pas développés, ou très peu développés. Ça, c'était vraiment le gros manque. Alors, du coup, j'ai une question. Parce qu'à un moment, Harry se promène justement dans les couloirs, parce qu'il voit Peter sur la carte et donc il part à sa recherche parce que lui le pense mort, on lui a dit dans le film, pas dans le livre, c'est vraiment dans le film où ça... Ah oui, c'est vrai, ouais. Et donc Rogue le surprend, il cache le petit morceau de parchemin en disant non c'est juste un petit parchemin, rien du tout. Et quand donc Rogue lance un Revelio pour savoir ce que cache la carte, il se fait insulter par la carte. Est-ce que pour vous, Rogue reconnaît les pseudos qui l'insultent? Est-ce que Rogue comprend pour vous? Pour moi, dans le bouquin, parce que ça apparaît dans le bouquin, ça aussi, d'après mes souvenirs. Dans le bouquin, pour moi, il comprend. Parce qu'il blanchit tout, tu vois. Enfin, il s'est trop fait insulter
les insultes qui apparaissent, c'est celles après qu'on voit dans les flashbacks un peu plus tard. Il comprend que ça vient d'eux. C'est ça, parce que pour moi aussi, c'était assez clair et que c'est pour ça justement que tout de suite il appelle Lupin en disant regardez, Oui, j'ai trouvé bien ça. sûr. Non, mais si, il et que comprend Lupin aussi comprend ce que c'est. Ouais. Et notamment les gens du podcast, pour eux, Rogue, il a pas compris. Bah moi j'ai un doute. Parce que dans les faits, ils le disent qu'ils sont toujours discrets et qu'ils se donnent pas leur surnom face aux autres élèves. Dans le tome 5, je crois que c'est bien dit qu'ils se donnent pas leur surnom dans l'autre. Par contre, faut pas oublier que Rogue les a beaucoup espionnés et inversement. Donc, à mon avis, Rogue a déjà dû entendre parler de cette carte, parce que la carte, elle était quand même depuis des années dans le bureau de Rusard avant que les jumeaux la volent. Tout le monde sait que Rogue a des pouvoirs, est quand même très versé dans la magie noire et a de grandes connaissances. Donc, si Rusard avait le moindre doute sur le parchemin, il l'aurait envoyé à Rogue auparavant, ce qu'il n'a pas fait quand il a été subtilisé. Pour moi, ils ne connaissaient pas leur surnom, parce que d'ailleurs, pareil, dans le tome 5, il va pas réutiliser le surnom de Sirius, il va utiliser le surnom de maraudeur de Sirius, il va utiliser un autre surnom quand il va parler de... Il y a un moment où t'as Harry qui fait passer un message à Rogue et qui dit... Il dit pas Sniffle ? Il dit pas Sniffle ? Non, je crois que vraiment il dit Patmol est retenu à l'endroit habituel. Alors peut-être qu'il se le dit, mais bon après... Ou alors peut-être qu'on leur a dit depuis, mais je trouve ça bizarre. Pour moi, il y avait aussi le fait que... à mon avis, il se doute que les maraudeurs ont un truc, enfin que tout ça a un lien, parce que les insultes ressemblent à ce qu'ils lui ont balancé. Voilà, moi, je pense Par contre, pour moi, il ne connaît pas leur surnom. Non, je pense pas qu'il ne sait pas à quoi c'est dû. Je pense pas qu'ils connaissent les surnoms, mais même si tu peux avoir un doute sur l'espionnage, mais les insultes, c'est celles qu'on entend derrière, etc. Donc il reconnaît leur marque. Oui. À travers ces insultes ou des d'autres qui ont repris. D'où le fait qu'il appelle Lupin. Mais pour moi, il sait pas ce que c'est. Non, il sait pas ce que c'est. Après, oui, j'ai vu votre carte, elle est très pratique d'ailleurs. Donc, il savait pas que c'était une carte avant. Il reconnaît pas leur surnom, mais à mon sens, c'est pas les surnoms qu'ils mettent sur la voie, c'est les insultes. Il y a 4 personnes qui l'insultent. C'est ça. En faisant des réflexions sur comment est-ce que un imbécile comme toi a pu devenir prof, ton négresseux ailleurs. Ton gros nez, tes cheveux gras. C'est sympa, ça te rappelle toutes tes années collège-lycée horribles. Et moi, je trouve que c'est un tome aussi qui est intéressant parce que depuis les 2 premiers tomes, on te vend les parents d'Harry et leurs amis comme des gens bien. Et là, on découvre en fait que non, c'est juste des harceleurs. Pas dans le 3, hein. Non, dans le 1 et le 2, on te dit tu vois ton père était un héros. Dans le 3, on comprend pas encore que... Enfin, moi, je l'ai pas trop compris dans le 3. Ouais. C'est vraiment après, dans le 4 et 5. Je confonds, je me suis trop avancée. Dans le 3, en fait, on découvre justement ses amis. Et ces liens d'amitié, on voit ce côté un peu rebelle, mais ils ont pas l'air méchants, c'est encore des héros aux yeux de Harry. Parce qu'à la fin, c'est à la fin du tome où Harry lui dit vous vous en voulez à mon père parce qu'il vous a sauvé la vie. Enfin, c'est une blague de lycée, de collège et tout. Et Rogue dit mais t'as pas conscience. Et on parle pas encore du truc de harcèlement. On le voit dans le 5, ça vraiment. C'est pas à la fin du 3 du coup qu'on lui explique pourquoi James lui a sauvé la vie. Ah si dans le 3 le fait que Sirius a fait une blague et qu'il a voulu. Donc ouais, on dit pas que vraiment c'est des harceleurs, on dit juste il lui a fait une mauvaise blague qui a failli le tuer. Et que le père a risqué sa vie pour aller chercher Rogue et pour le sauver. On n'est pas encore dans ce côté-là. Là, vraiment, la découverte, c'est dans le 5. C'est vrai, dans le tome 5. Alors qu'elle avait déjà posé les jalons. Quand même. Elle montre que ces insultes-là viennent pas de nulle part. Ouais, puis même, c'est aussi c'est la première fois, du coup, de toute la saga où on n'est pas face à Voldemort à la fin. Ce sera la seule fois, d'ailleurs, où il n'y a pas de... Ah non, le 6 aussi, cela dit, il croise pas Voldemort. Il croise des mange-morts, mais... Pas Voldemort. Ouais, mais t'as les flashbacks. Dans le 6, oui, t'as tout... Ouais. Mais bon, ça avance aussi. Par contre, dans le 3, là où il y a une nuance, c'est que Rogue reste antipathique dans le bouquin. Dans le film, il y a quand même 1 ou 2 passages, subtils, où tu vois quand même sa position de prof qui doit protéger les élèves. C'est un des rares trucs où il se met devant les élèves pour les protéger du loup-garou. Donc c'est un des rares profs qui fait son travail de prof dans cette saga. Ça n'empêche pas que dès le lendemain, il annonce à toute sa maison que Lupin est un loup-garou et du coup il doit démissionner. C'est un des trucs que j'ai relevé dans le film en disant ah ouais c'est vrai quand même. Non après Rogue, moi je pourrais faire le procès de Rogue. Quoi. Non mais je ne comprends pas qu'on vénère Rogue. Enfin c'est un personnage intéressant. Mais oui, j'ai pas là. Son amour pour Lily ne rachète rien. Même limite, c'est flippant. Tu peux pas harceler le gosse. 17 ans plus tard, je suis vraiment pas passée à autre chose. Oui, alors. C'est un problème. C'est ça, il y a pas de psy chez les sorciers, je crois vraiment. Non, je pense qu'il y a pas de psy chez les sorciers. Ils ont Rita Skeeter, c'est pas une psy, c'est. Comme tu disais, la preuve, quand il cache les infos à Harry, les non-dits chez les sorciers, ça a l'air d'être un truc encore plus. Ah ouais, mais ça, c'est vraiment un truc, je comprends pas. Il y a plein de choses qu'on lui balance et ça, non. On laisse ériger son père en grand
grand gars ultra important et tout, mais on lui parle pas de... En plus, il y a un truc vraiment chelou, genre... on parle de Peter... c'est même là où c'est pas subtil, tu vois, ouais, ils traînaient toujours avec Sirius et James, ah là là, ils étaient trop copains quand ils arrivent dans les 3 balais, là, le moment où Harry va la première fois après Préolard sans sa cape d'invisibilité. Il y a qu'un seul passage où il va après Préolard dans le film, mais dans le bouquin, il y en a plusieurs, et le premier, quand il y va, ils ont pas du coup, ils ont pas de cape, et ils parlent... Alors déjà, les profs qui parlent de Sirius en plein milieu des 3 balais. Chut, on n'en parle pas trop. Ouais, pas trop fort. Hagrid, taisez-vous. T'es là, mais là au moins. Non mais au moins dans le film, tu vois, ils vont dans une pièce fermée et tout. C'est déjà un peu plus. Tu dis, ok, ça a déjà. Ils en parlent à la serveuse. Oui, parce qu'elle les connaissait, mais même ça va pas. Non, mais ça va. Le ministre de la magie qui se dit, mais vous saviez pas le pire, Rosmerta était, tranquille, prends aussi ton petit scone. Quand il repense, je repensais à un bar PMU, tu sais, Gérard, tu connais pas le pire, les codes nucléaires. On est sur un secret des... Rita Skeeter serait arrivée dans ce tome-là, c'était fini. Il y avait plus de saga, mais... Bah non, mais de toute façon, Rita Skeeter, je comprends même pas pourquoi il y a pas eu des articles avant sur... et Sirius Black s'est échappé, et c'était le parrain, vu que tout le monde dans la communauté sorcière sait que Harry... et le filleul de Sirius Black. Pourquoi est-ce que Rita Skeeter n'en a jamais parlé avant ? Enfin bref. Et donc oui, donc ils sont là dans les 3 balais et ils en parlent tranquille comme ça. Et à un moment, t'as du coup James et Sirius, oh là, ils étaient toujours ensemble. Et ah mais oui, c'est vrai, Peter Pettigrew les suivait tout le temps. Et il y a aucune mention de Rémus Lupin. Or les maraudeurs étaient inséparables. Oui, voilà. Donc là, c'est le moment où mais la subtilité là, enfin, c'est vraiment juste pour te faire, D'ailleurs, Rémus Lupin, il va jamais aux 3 balais. Non, les loups-garous, ils aiment pas trop la bière au beurre. Ça rend pas le poil luisant. Ah ouais, il est trop pauvre. Bah, je pense qu'il y a ça. Apparemment, on le paye moins que les autres profs. Je sais pas, à chaque fois, il reste pauvre pendant toute son année. Ouais. Il a toujours des vêtements, mais c'est peut-être pas à cause des transformations. C'est à cause des transformations, et puis comme il a jamais eu une vie, je pense qu'il est toujours prêt à partir. Ah, je sais aussi pourquoi on aime le 3, c'est Rémus Lupin. C'est vrai que c'est quand même un des premiers profs, vrais profs. Sympa, voilà. Il y a ce truc-là aussi. C'est quand tu parlais de Lupin dans la. C'est presque le seul prof de défense contre les forces du mal qu'on aurait voulu voir rester plus d'1 an. Un prof valable. Oui, c'est le seul bon prof d'ailleurs. Le prof de la 6e année n'est pas mal non plus, si je puis me permettre. Oui, si tu veux. Au moins, il s'y connaît. Alors, il a bossé son sujet. Le truc, c'est que là, on en revient sur le procès d'un personnage qui n'est pas pour tout de suite, mais voilà. Il a des connaissances. Est-ce qu'après, il a la pédagogie ? Non, mais on s'en fout de la pédagogie à Poudlard. Pédagogie fait de toi un bon prof ? Non. Bah, Rémus Lupin, si. Et justement, Rémus, tu vois, il connaît il connaît plein d'histoires des personnages et il va les aider. Comme il aide Neville. Attendez. Comment Rogue, il balance le truc. Dites pas ça. Enfin, si j'étais vous, je prendrais pas Neville comme. Bah si, justement, c'est ce que j'ai prévu. Mais en fait, Rogue, il est devenu prof pour harceler les élèves qu'il a pas harcelé quand il était au collège. Oui, c'est ça. Ah non, mais il est odieux. Enfin bref, pardon. Donc non, je pense que c'est ça aussi. Surtout quand on l'a lu jeune, je pense collège, lycée, Rémus Lupin, c'est un peu le prof idéal. Il y a un truc quand même, voilà. Que ce soit sa relation avec Harry, qui pour une fois peut parler aussi de ses parents, ou avec un ami, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a un côté très sentimental dans le fait d'aimer le tome 3. Parce que c'est vrai que je suis d'accord, ça manque de subtilité. La subtilité va venir avec au fur et à mesure des tomes. Et en plus, je pense qu'elle avait pas non plus totalement tout construit. On voit finalement qu'il y a des petites incohérences, et c'est normal, hein, comme plein d'auteurs. Sachez que c'est dans ce tome-là où il commence à y avoir plein d'erreurs sur les âges. Cho Chang, elle est censée avoir 1 an de plus que Harry dans ce tome-là. Enfin, elle a 1 an de plus que Harry dans ce tome-là, et ensuite, non, elle va être la même année que lui. Ah bon ? Ouais. Pour moi, Diggory, c'est pareil, là il est déjà en 7e année, alors qu'en fait il va réapparaître l'année d'après en 7e année. Mais moi je le sais. Alors que tu vois, moi j'ai toujours cru que Cho Chang elle était plus vieille, qu'elle était justement au même âge que Diggory. Ah non. Alors que non, voilà. Elle est 1 année de plus que Harry, et Diggory devait être en... Dans le tome 3, elle a 1 an de plus. Et ben non, pareil, Diggory il est considéré comme étant en 7e année dans ce tome-là. Et ensuite... Et ça a été réajusté pour le tome 4. Et ouais, on est référence à Harry Potter, on l'est pas. Hein. Bah, peut-être qu'il avait pas tous ses aspics et qu'il a redoublé. Hein. Mais c'est comme ça qu'il a été élu champion après. On peut parler des jumeaux Weasley aussi, oui. Qui sont super doués, parce que c'est les seuls à avoir réussi à décoder la carte du maraudeur. Ouais, il y avait une explication. Alors j'ai jamais trop su, je crois. Je sais plus si c'est pas un truc. Je sais plus si c'est l'enchantement du parchemin, genre quand il estime que t'es bon ou que tu testes des trucs, il finit par te mettre sur la voie, ou si c'est un jour ils ont formulé un truc qui ressemblait vaguement à la phrase et du coup le parchemin les a aidés. J'ai eu un doute là-dessus. Référence, mais pas non plus à 100%. Et même les maraudeurs, faut se dire que c'est des très grands sorciers. Alors. Ah bah ça, devenir Animagi. À créer ce genre de carte. Ouais, Animagi réussissent en 5e année. Ouais.
Et c'est abordé à partir de la 3e année, vu que McGonagall en parle aussi ici. Genre les Animagus, ça va complètement passer à la trappe, alors que ça a énormément d'importance par la suite, mais pas de soucis. Mais oui, réussir à devenir Animagi en 5e année, c'est assez incroyable. Et du coup, souvent, on dit que Peter est un mauvais sorcier et tout, mais dans les faits, non, Peter est aussi un grand sorcier. Oui, c'est ça. Même s'il a eu besoin de l'aide des autres, s'il avait pas eu un minimum de magie importante en lui, il n'aurait pas pu. Il aurait juste, il serait mort en fait, tout simplement, parce que c'est plus ou moins ce qui est sous-entendu. Hein, pour les Animagi, potentiellement, ça te tue, quoi, si tu n'y arrives pas. Donc quand même là-dessus, là aussi, je trouve que la subtilité, elle est un peu, c'est le côté très manichéen dans les Harry Potter. C'est le côté de Peter. Oui, mais il était un peu faiblard, un peu... Voldemort s'entourait pas des plus nuls, et il a quand même réussi à devenir Animagus en 5e année. On peut dire que Peter est un lâche, on peut dire que c'est un traître, on peut dire beaucoup de choses sur Peter Pettigrew, ça c'est sûr. À cause de lui, Lily et James sont morts, et ça vraiment, je t'en remercie toujours pas, Peter, je te déteste à cause de ça. Mais dans les faits, Peter Pettigrew reste un très grand sorcier. Ouais. Oui. En parlant d'Animagus, toi Marion, je t'avais posé la question dans le premier volet qu'on avait fait ensemble. Ouais, je sais plus ce que j'avais répondu d'ailleurs. Mathilde, est-ce que tu aurais voulu devenir un Animagus ? Et d'après toi, en quoi te serais-tu transformée ? Je suis pas sûre que j'aurais eu envie. Oh, moi j'aurais été un truc genre un lapin, ou j'en sais rien, genre un petit machin, tu sais, là, qui court partout et qui veut se planquer. Mais je suis pas sûre d'avoir envie, en fait. C'est vrai que ça a l'air assez compliqué, et j'étais un peu traumatisée, c'était dans le tome 4 avec Krum qui se transforme, mais à moitié, une espèce d'homme requin dégueu. Ça fait penser un peu à ces séries Z, voilà, ou c'est Sharknado, enfin bref, c'est... Vous auriez voulu faire un tour de Magicobus ? Ah oui. Ah oui, vraiment. Tellement. Moi, alors déjà, on distribue du chocolat chaud. Je trouve ça génial. Tu peux avoir un chocolat chaud dans un lit. Bon, les lits sont pas fixés. Ok. Enfin, si, ils sont fixés dans le bouquin. Ouais, je crois dans le Magicobus est bordélique encore plus bordélique dans le film. Mais je sais pas, moi je pense qu'il a pas le permis ni dans le mur. Hein. Non, mais apparemment t'en as pas besoin. Ton bus peut éviter toutes les voitures. Tu comprends que les voitures s'écartent du bus, c'est génial. En plus, il y a une tête coupée. Il y a une tête. Une tête réduite. Tête réduite, coupée, c'est fabuleux. Alors ça, je sais plus. Je crois que j'avais vu l'explication où c'est juste Alfonso Cuarón qui a dit, bon, je sais pas, j'y pensais, ça avait l'air cool, donc on l'a mise. D'accord, yes. Alfonso. Pas de soucis, mon gars. Fais ce qui t'éclate. Et toi, Marie, le Magicobus ? Non. Non, moi je serais transplanage, porte au loin et balai, mais pas Magicobus. J'ai une trop grande passion des bus pour pas tenter le Magicobus. Il est violet en plus, il a l'impérial, il y a des lits. Alors je pense qu'il faut prendre un médoc avant, parce que le côté dormir dans le bus, là, ça me paraît compliqué. Mais j'ai envie de le voir se réduire, je veux voir les voitures sauter pour l'éviter, je me mettrais devant, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, faut le voir comme... Ouais, mais j'aime pas les attractions à sensations fortes, donc... Ah oui, oui, c'est pour ça. Et donc, votre moyen de transport sorcier préféré, du coup ? Je pense le transplanage, ça a pas l'air simple, parce que le porte-au-loin, ça a l'air très désagréable. À chaque fois, ils arrivent, ils se viandent, le porte-au-loin, je sais pas. Le transplanage, ça a pas l'air ultra agréable non plus, hein. Oui, tu désarticules, tu peux transplaner dans quelqu'un d'autre. Non, mais c'est une sorte de permis de conduire, j'ai l'impression que quand tu y arrives, c'est classe. Ouais, et par contre, tu peux pas transplaner, enfin, faut être très doué pour transplaner sur des longues distances. C'est vrai. Non, mais... Moi, je serais douée. Moi, j'avais entendu le balai, je veux bien essayer, il y avait une sorte de tapis à un moment, je entends parler de tapis volant. Non, mais c'est plus légal, ça. Ouais, ça a été interdit. C'était dommage, ouais. Le porte-au-loin, à chaque fois, il se viande et tout. Je veux bien essayer le porte-au-loin, mais... Oui, c'est ça, une fois, mais c'est vrai que, moi, j'aimerais bien le balai. J'ai pas du tout d'équilibre, mais j'aimerais bien essayer le balai. Et en parlant de balai, c'est la fin du Nimbus 2000 dans ce tome. Ah là là, oui, c'est terrible. Et c'est l'arrivée de l'éclair de feu. Qui vont démonter. Et tu peux pas en vouloir à Hermione, mais j'étais quand même en colère contre Hermione. C'était pareil, j'étais achevée. D'ailleurs, c'est leur première vraie dispute, et qui est visible dans le livre, mais pas dans le film. Parce que dans le film... Il reçoit le balai à la fin. Oui, non mais ouais... Pardon. C'est vrai que moi, je sais pas. On n'a tellement pas respecté Olivier Dubois dans ce tome-là, dans ce film-là. Non, même pas avant le... On voit Harry qui s'évanouit vaguement. Il a l'air à peine triste de la fin de son balai. Ah non, mais quel enfer. Oh, c'est vrai que dans le 3, moi, j'ai limite pas pleuré, mais j'étais tellement heureuse. Tu attends qu'il la gagne, cette coupe de Quidditch, là. Bon, après, j'ai envie de vous dire que le tome d'après, il y en a un autre sur le Quidditch. Il a merdé, mais on en parlera au moment du 4e. Ouais, restons sur le 3 pour le moment, hein. On va... Justement, on est arrivé au petit chapitre adaptation. Moi, j'ai juste marqué, c'est un film plutôt bien, mais une très mauvaise adaptation. La fin est bâclée, il manque la moitié du bouquin. C'est incroyable.
Surtout que vraiment, ce qui manque, pour moi, n'était pas si compliqué que ça à ajouter. Enfin, notamment les maraudeurs. Ok, peut-être qu'il n'y avait pas de budget pour le match de Quidditch, même si ça m'énerverait profondément. Mais les Un maraudeurs... flashback de 2 minutes 45 Voilà, j'allais dire, sur les il manquait- maraudeurs, il ça manquait- suffisait. allez, max 5 minutes. Et tu parles de ça, et c'est hyper important. Surtout quand le film 3 est sorti, je pense que le 4 était sorti. Enfin, on sait qu'il va y avoir un lien, il faut en parler, quoi. On peut pas ne pas en parler pour la suite des films, c'est pas possible. Et là, c'est pas du tout mis dans le film. Non, mais ça, Alfonso Cuarón, on a des comptes à régler avec toi à cause de ça. Hein. Ça, et les maraudeurs. Je fais, vous pouvez pas faire ça. C'était vraiment le moment Quidditch, là. Le match, il est dingue. Enfin, tout est parfait. Puis la haine rogue, enfin les maraudeurs rogue, elle est à peine survolée finalement là, et c'est super important pour la suite parce que là du coup on se retrouve dans un truc où on voit juste que Rogue les déteste quoi, mais c'est à peine expliqué. Enfin, moi je te rejoins totalement. Hein. Pour moi c'est un bon film, enfin c'est un joli film, pour le coup il prend une dimension un peu plus sombre qui est importante effectivement pour ce qui va suivre ensuite parce que ça va être quand même assez beaucoup plus sombre hein, de toute façon les tomes suivants. Par contre ouais non c'est une mauvaise adaptation. C'est un bon film, c'est une mauvaise adaptation. C'est pas possible. Tu peux pas autant zapper des trucs comme ça. La cape d'invisibilité, c'est pareil. Ils le savent, quoi. Oui, Sirius et Remus, qu'elle existe, c'est à peine sous-entendu. Harry, il l'utilise à peine. En fait, il l'utilise que pour aller après Poudlard. Il l'utilise même pas quand il va se balader dans les couloirs avec son truc. D'ailleurs, il voit Peter Pettigrew et tout, et il est à peine inquiet. Ouais, c'est ça. Il est à peine inquiet de voir. Alors que cette carte, c'est pareil, elle va prendre tellement d'importance par la suite pour tout ce qu'il va regarder dessus. Enfin bon, c'est quand même... ouais, non, c'est assez n'importe quoi. Les jumeaux, bon, ils filent la carte, ok, mais heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs, ça nous met un peu de trucs drôles. Le Quidditch... il y a plus le Quidditch, ça y est, c'est fini, c'est leur truc super important, ça saute complètement. Hermione qui est genre complètement épuisée, ça à peine visible, alors qu'elle est vraiment... Elle était tellement épuisée que du coup elle est pas dans le film. Elle faisait la sieste. Ouais, c'est super. C'est vrai que tout ce mystère-là de comment elle fait pour suivre plein de cours, c'est un petit intrigue secondaire, mais au final pas tant que ça. Et puis c'est hyper important parce que tu vois que, voilà, en plus la dispute a un impact, elle s'isole de plus en plus, elle est submergée de cours, enfin je sais pas. Et elle travaille toute seule sur la défense de Buck, elle aide Hagrid toute seule. L'isolement d'Hermione, au début, j'étais aussi en colère contre elle par rapport au ballet et tout, mais tu t'as de plus en plus pitié, tu te rends compte qu'elle est toute seule, isolée, submergée. Et t'as juste, 2-3 fois, tu la vois apparaître comme ça dans un cours, et Ron qui dit, mais comment elle a fait pour arriver? Et qui tient le coup. Enfin, je veux dire, elle est super forte, Hermione. Après, du coup, là, on peut revenir sur une histoire de pédagogie. Hein. À quel moment des profs et le ministère de la Magie s'est dit qu'il était totalement logique de laisser une gamine de 13, bon elle a 14 ans en début d'année, utiliser un retourneur de temps et suivre beaucoup plus de cours que ce qu'elle peut humainement subir. Ouais, mais McGonagall lui aurait dit, c'est pas possible de faire tous ces cours-là, ça va t'épuiser. Hermione à 14 ans, elle aurait dit, Alec, je vais le faire. Donc là, moi je pense que McGonagall, elle l'a laissé faire. Justement pour qu'Hermione se rende compte que c'était pas possible et que, Oui, mais on lui confie un retourneur de temps. Il y a ça. Ouais. Mais du coup, en 4e année, elle a lâché plein d'options. Notamment Trelawney. C'est vrai qu'il y a quand même des grands moments de... C'est ça, voilà, les cours de divination. Franchement, moi, c'est vraiment une option que j'aurais prise. À part curiosité, moi aussi. Et pour troller, parce que c'est tellement facile d'avoir des bonnes notes, tu racontes n'importe quoi. Ah non, mais ne serait-ce que ça, là, les feuilles de thé, moi, ça me fascinait, là, le fait. Mais c'est comme, après, ils abandonnent, bon, on s'avance un petit peu, mais après, ils vont abandonner le cours d'Hagrid. C'est ton meilleur pote, évidemment, qui va te donner que des bonnes notes. Reste-y, comme ça t'auras pas à bosser. Non, moi ce cours-là, il a l'air soit chiant, soit dangereux. Oui, mais bon... Non, mais ça aussi, hein, je veux dire, Hagrid, il a abandonné l'école, enfin, il a quitté l'école à 13 ans, tu vois. Il a pas de diplôme. Il a pas de diplôme et tout. Et dans le même temps, on se dit, t'aimes bien les animaux, vas-y. Oh, t'as élevé des bestioles dangereuses, mais c'est pas bien grave. Tu fais des mélanges illégaux, tranquille, y a pas de souci, y a pas de problème, gars. Mais moi, j'aime bien qu'il est mis là parce que professeur Brulopo prend sa retraite pour profiter des derniers membres qui lui restent. Ça, c'est vraiment fort. Rien que ça, je ne prends pas cette option. J'aime les animaux, mais non, on va pas... Ouais, puis c'est vrai, moi, j'ai peur de tellement d'animaux que j'aurais pas pu faire ça. Ah non, moi, je l'aurais pris, cette option, mais par contre, ouais... c'est amené, enfin ça a pas de sens en réalité. Non, je pense qu'on voit le bazar que c'est quand même à Poudlard entre le choix des professeurs et tout. C'est cohérent par rapport à Dumbledore. Oui, mais professeur, regarde quand pareil on s'avance, mais quand Hagrid va pas donner cours genre en 4e année, 5e aussi, pas 6e, non en 5e, en 6e ils donnent tout le temps. Et de toute façon ils ont plus le cours. Et c'est le professeur Gobplanche qui vient le remplacer. Et ils arrivent à trouver un professeur super rapidement. Bah ouais. Et elle suivait un programme officiel et voilà, enfin c'était. Regarde en 2e année, il y avait
avait Gilderoy Lockhart. Pareil, c'était pas... Oui, mais ça, c'est un post-maudit, oublie pas. Hein. Et genre, le professeur d'avant, il est mort. Oui, puis il y avait Voldemort derrière la tête. Bah ouais, voilà. Et juste pour Lupin, quand même, si on parle de l'adaptation, je trouve le choix de l'acteur, même s'il est un peu plus âgé, mais en fait, comme tous les acteurs qui jouent les parents, la génération, il est vraiment très très bon. Bon, après, je préfère qu'il soit un peu plus âgé plutôt qu'on... Des enfants à 20 ans, on se marie à 17. Oui, bon, en plus, ça c'est une autre question dans l'univers Harry Potter. J'allais dire dans certains romans enfants aussi, où voilà, la suite logique, c'est ils se marièrent, ils auront beaucoup d'enfants. Mais du coup, Lupin, justement, pour en revenir dessus, alors le choix de l'acteur est très bon, mais bon, là, c'est un reproche que je fais au livre, et en même temps qui est plutôt cohérent avec sa personnalité, c'est qu'on voit qu'il touche ce genre de choses, alors que dans le film, je trouve qu'il fait vraiment juste prof, et d'un coup, ouais, je suis pote avec Sirius, parce qu'en fait, on traînait tous ensemble et tout machin, alors que dans le livre, il y a quand même des trucs de, ah, vous volez aussi bien que votre père, enfin, il y a des trucs un peu plus subtils, justement. Et puis, il y a ce moment où, quand Harry se fait choper, une des deuxième ou troisième fois où il va à Préolard, où il se fait choper sans se faire vraiment choper, mais Rogue, du coup, trouve la carte du maraudeur, parce que c'est différent donc dans le livre que dans le film, il trouve la carte du maraudeur, il comprend que c'est un artefact, il appelle Lupin. C'est là où il y a tout ce truc de c'est un truc la manière dangereux, illégal et tout. Et t'as Lupin, mais qu'est-ce qu'il engueule Harry. Enfin, moi j'étais pas bien quoi. Il fait le truc, vos parents ont donné leur vie pour sauver la vôtre. Vous êtes je pensais que vous étiez un petit peu plus reconnaissant envers ça. Il y a des tas de sorciers qui font gaffe à vous, on a des détraqueurs autour de l'école, et vraiment il engueule Harry comme un ado, parce que Harry est un ado. C'est ça, qui agit comme un ado. Il agit comme un ado, et Lupin l'a l'engueule en disant, punaise, gars, j'avais 3 potes, ça a volé en éclats avec le fait que tes parents se sont sacrifiés pour toi. Et là, en plus, tu fais ça maintenant? Non, ça va pas être possible, en fait. Et il y a ce côté qui est complètement squeezé, je trouve, dans les films, et dommage. C'est tout le problème de l'adaptation et de l'oubli des maraudeurs, des liens d'amitié, etc. et tout. Ouais, et puis même, on voit pas que Lupin est pas bien tout au long du... Oui. Parce que voilà, comme c'est un loup-garou, du coup, les transformations le mettent très malade et très mal, et on c'est pas du tout vu dans le film. Vrai, Puis il donne du chocolat. Ça m'avait beaucoup marqué, ça. Tu te soignes des détraqueurs avec du chocolat. Et au chocolat. point qu'à la fin des bouquins, alors pas dans le livre en français, j'ai vérifié, mais à la fin des bouquins, ils sont là en mode, on fait plus, même si on en a marre du... Non, c'était comment ? En anglais et en espagnol, c'est bien dit. Quand ils sont dans le Poudlard Express qui retourne à Londres, il y a le chariot qui passe avec les friandises, et t'as genre Harry qui dit il en prend mais il prend pas celle au chocolat parce qu'il en peut plus depuis le début de l'année. Et je crois que c'est pas dit dans la version française, en tout cas pas dans la version que j'ai. Et je trouvais ça très drôle à chaque fois de me dire ah ouais, alors que moi en vrai tu m'aurais donné du chocolat. Et du coup je comprenais mieux le passage où ils sont dans l'infirmerie et où Harry et Hermione disent ouais on prend du chocolat et on discute pas là-dessus, parce qu'en réalité ils en ont juste marre de bouffer du chocolat depuis le début de l'année. C'est vrai qu'on parle un peu des détraqueurs. Je sais que j'étais aussi un peu déçue moi par l'adaptation des détraqueurs, parce qu'il y a pas que la cape et tout, il y a un côté aussi putride quand même dans les bouquins qu'on voit pas du tout. Enfin, on est sur quelque chose de beaucoup plus soft. Après, je me suis dit c'était peut-être aussi par rapport à l'adaptation plutôt qui visait plutôt les enfants, mais on a quand même un côté très horrifique dans les bouquins. On comprend, on a cette espèce de main pleine de croûte, ça m'a marqué ça. Oui, la main qui apparaît pleine de croûte et tout, le machin. Bon, on le voit assez peu. On est moins terrifié on n'est pas terrifié spécialement par l'arrivée des détraqueurs dans le wagon, alors que vraiment dans le bouquin, t'as ce ressenti. C'est jamais facile après de représenter l'horreur ou autre dans un film, surtout qui doit être vu par des enfants. Moi, une autre scène que j'aurais bien aimé voir, c'est justement quand Harry fait toute sa vie au chemin de traverse. La fin de son été, parce qu'au final c'est pas du tout montré. Bah oui, parce qu'en réalité dans le film il arrive et le lendemain ils partent quasiment. Oui c'est ça, alors que là il y passe presque un mois. T'as l'hôtel quand même où tu vois un peu l'hôtel. Mais tu vois ça ils auraient pu le faire en accéléré où tu le vois. Ouais. Donc ça... En plus ils avaient vraiment bossé sur les décors. Je me souviens du studio Harry Potter où il y a un moment ils te montrent cette chambre d'hôtel un peu déformée. C'est vraiment une mise en scène et tout. Ouais c'est vrai que c'est pas du tout en réalité. Donc on disait que le début va très vite, mais donc certes il y a très peu de chapitres dans le bouquin, mais en réalité ça va même très vite dans la temporalité du film, parce que en 10 minutes ils arrivent dans le Poudlard Express. Ils sont concrètement c'est Harry fait gonfler la tente Marge, genre le 30 ou 31 août, le 30 août, le 31 et le 31, non, et le 1er au matin, le 31 août, il l'a fait gonfler, et le 1er au matin, Hermione et Ron sont en bas, allez, on se dépêche les enfants, on va au Poudlard Express. Je comprends qu'il les fait sauter parce que, voilà, le film il dure quand même bien 2 heures déjà, non? Ah oui, mais d'ailleurs, non mais attendez, c'est ça aussi, hein. Comment est-ce que Sirius Black, il sait que Peter Pettigrew est à Poudlard dans les films? Oui, c'est vrai, on sait pas. Il le dit, je crois, non? Parce qu'en fait, voilà, c'est dans le livre, on sait que c'est parce qu'il le voit sur la photo de la famille Weasley en Égypte, où il y a le petit rat.
Il le reconnaît, mais... Oui, parce que même dans le bouquin, il insiste bien, puisque le ministre parle du fait qu'il a rencontré Sirius, que lui a demandé... Il lui a demandé le journal pour faire les mots croisés. Si, c'est vrai que par rapport au chemin de traverse, j'y repense, parce qu'on a quand même l'histoire des glaces avec Florian Fortarome. Ouais. T'en parles un peu, et c'est important, c'est un détail, mais quand même, il y a un moment, quand les gens disparaissent, Florian Fortarome disparaît. Ouais. Et t'as ce petit côté un petit peu triste de ce glacier qui avait l'air de faire des glaces de dingue. Parce que, ouais, il donnait des petits messages dans ses glaces. Donc ça, en fait, Sirius, un jour, il a décrété, tiens, je vais m'échapper pour aller à Poudlard parce qu'il y a Peter Pettigrew. Comment tu le sais, gars ? Bah, dans le film, c'est pas dit. Genre, il a juste pété un câble complet. Et en plus, du coup, dans le film, sans explication, t'as vraiment un Sirius complètement dingue. Alors, il a des raisons d'être dingue, mais c'est vrai que j'aime bien l'acteur, mais la folie était pas vraiment expliquée. Enfin, il y a un truc où tu le vois complètement fou, complètement dingue, mais t'as aucune explication avant. C'est juste ça. Après, c'est une interprétation comme une autre. Mais de toute façon, je pense que quand je voyais le film, à ce moment-là, j'étais crispée. Je fais, mais il manque tout ça. Les gens doivent rien comprendre. J'en parlais aux gens qui avaient pas lu le bouquin. Ça les gênait pas, mais oui, en effet, puisqu'il manquait plein d'informations. Tu te rends oui, pas c'est compte ça. Même quand on parlait à une amie, justement, qui avait vu les films, elle se rendait pas compte de ce qui manquait. C'est en lisant les bouquins seulement qu'elle a découvert les manques. Mais à la vision du film, ça l'a pas dérangé. Ce qui est normal, mais on passe à côté d'un truc essentiel. Mais oui, non, ça fait sauter plein de choses. Et puis après, il y a un passage que j'évite de citer parce que moi, il me retourne toujours au cerveau, mais quand il remonte dans le temps, hein, tout simplement. Il y a plein de trucs qui ont été changés, et c'est pareil. Ouais, c'est vrai. L'importance de, c'est pas un petit outil comme ça que tu utilises. Et ce temps d'attente, je trouvais hyper important, en effet, dans les bouquins. Ouais. Ouais, je crois qu'ils enchaînent tout dans le film. Il y a peut-être un dans petit le film, moment, ils regardent enchaînent, vite fait, mais... ils enchaînent, tu sais, et puis ils se retrouvent de toute façon dans la forêt interdite, alors que dans le livre, ils vont dans la cabane d'Hagrid en attendant... Oui, ils rajoutent une sorte de danger un peu dans le film. Avec le loup-garou, oui. J'ai pas été très fan, par contre, du loup-garou visuellement. Et qui ne correspond absolument pas à la description donnée dans les livres. Car dans les livres, on dit que le loup-garou ressemble fortement à un loup normal, avec des oreilles un peu plus pointues, la truffe, je crois, un peu plus longue, et que plus touffue. Enfin, parce qu'il faut quand même un devoir assez conséquent là-dessus, oui. Donc, Ouvrez vos livres, page 394. Là encore, on revient sur la pédagogie de Rogue. Bon, ok, je garde le secret sur le fait que mon collègue est un loup-garou, mais je vais faire bosser ses élèves toute l'année sur les loups-garous, comme ça personne ne comprendra. Juste la fois où je le remplace. Ouais, mais en fait, toutes les fois où il le remplace, il parle des loups-garous. C'est une fois qu'il le remplace. Il le remplace qu'une fois, au final. Parce qu'il lui demande 3 parchemins, ou je sais plus quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça a traumatisé Ron. Ça, c'est tout le truc de quand tu mets un loup-garou, donc se transforme à chaque pleine lune. Je sais pas si elle a pris les pleines lunes de l'année scolaire 93-94, mais concrètement, Lupin, il est pas si souvent absent que ça, quoi. Normalement, il aurait dû y avoir un peu plus d'absence. Alors, toutes les pleines lunes sont tombées des week-ends, apparemment. Ou peut-être qu'il n'était pas tout le temps remplacé. Problème d'éducation nationale assez classique. Et c'est au bout d'un moment, ils ont fait, allez, on va filer à Rogue, c'est la fin de l'année. Non, puis même sur les dates, c'est pas tout à fait bon, puisque sur justement la dernière transformation, quand on regarde le calendrier, c'est pas du tout une soirée de pleine lune. Donc en fait, elle a mis une date un peu au hasard. Elle a pas respecté le calendrier lunaire. C'était Tolkien qui regardait le calendrier. Je peux comprendre que J.K. Rowling soit pas dit, allez, on va regarder la pleine lune. Ouais, on fait les choses bien ou on les fait pas. En parlant de faire les choses bien, pour aider Michael Gambon à se mettre dans son rôle. Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas... Et oui, on change d'acteur. Car on change d'acteur pour Dumbledore, car Richard Harris décède entre le 2 et le 3. Et du coup, Michael Gambon fait son arrivée sur la saga. Pour l'aider un petit peu à se mettre dans le bain et à appréhender les personnages, Alfonso Cuarón demande à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint de rédiger une petite biographie de leurs personnages à la première personne en décrivant leurs émotions. Ce que Rupert Grint ne fera pas, prétextant ainsi être dans son personnage, là où Emma Watson avait rendu une dizaine de pages. Mais ça, c'est souvent, il y a un truc comme ça, ce truc-là, il ressort souvent, c'est à Rupert Grint qui le rend pas, Daniel Radcliffe qui l'a écrit à l'arrache sur une page, et Emma Watson qui a rédigé genre 2 copies doubles pour décrire son personnage. J'étais, yes, vous êtes vraiment dans vos rôles en fait, du coup. C'est bien. Mais oui, c'est vrai qu'on a ce changement de personnage, on a des nouveaux acteurs qui arrivent aussi, hein, parce que du coup, Gary Oldman pour Sirius, là, j'oublie toujours son nom pour Lupin, et Emma Thompson pour Trelawney, entre autres, hein, qui a quand même le cours, c'est du flanc, mais elle joue très très bien son rôle là-dessus, et c'est vrai qu'on rajoute quelques grands noms quand même au casting. C'est vrai que enfin là on s'avance encore, mais Trelawney dans le 5, elle est formidable. Et McGonagall, je trouve. Oui, mais McGonagall c'était tout le temps, alors que là Trelawney dans le 4 et le 5, elle m'agace.
Et là, quand elle se laisse faire, et justement que les gens viennent prendre sa défense, moi je suis très touchée par ce personnage à ce moment-là. Mais d'ailleurs, on la voit donner un cours, McGonagall, dans le tome 3. Enfin, dans le film 3. Parce que dans le bouquin, elle parle des animagus, mais est-ce qu'elle donne un cours? De toute façon, on n'a plus de cours de sortilège. Oui, on la voit moins. Puis il ajoute des nouveaux professeurs. De toute façon, Hagrid, on va le voir que pour le cours de l'hippogriffe. Après, les cours étaient chiants, c'était des Veracras ou je sais pas quoi. Là, ça avait l'air... ça, pour le coup, on filme pas ça. Si on filme pas le Quidditch, je suis désolée, on va pas filmer Hagrid donner des cours sur comment nourrir les Veracras. C'est pas possible. Ouais, non, remplacement de Dumbledore. Là, en fait, avec un bon réalisateur, au moins, il est sobre. Oui. Je connais ton opinion pour la suite. Mais non, mais en fait, quand j'avais lu une interview, faudrait que je la retrouve, je me souviens plus, quand il expliquait, je sais pas pour le 3, mais que le 4, il l'avait pas lu, qu'il s'était appuyé sur le scénario. Alors le 3 non plus. Oui, bah voilà. Mais a priori, dans le 4, le réalisateur n'avait pas non plus lu le bouquin. Donc, ah bah non, ça c'est sûr. Hein. On pensera à une scène en particulier pour le prochain film. La salle, nous, la moitié de la salle de cinéma avait dû faire tous ceux qui avaient lu le bouquin. C'est pas grave. Donc, ouais, non, il est assez sobre. Et puis, il change de costume aussi. Je trouve qu'il y a quand même le changement de tonalité de choses, j'allais pas dire plus réalistes, mais moins spectaculaires dans les costumes. Donc on a un Dumbledore avec, ce qu'on verra après, quoi. On n'a plus toutes ces dorures, etc. et tout. On a quelque chose de très sobre dans le 3. Moi, ça m'aimait pas... Ça allait. Ma première vision au cinéma, je fais, ça passe, quoi. Mais comme la tonalité du film est radicalement différente, ça joue beaucoup quand même. Ouais, mais en fait là tout le monde en plus change de costume, puisqu'on les voit on voit les adultes beaucoup moins sans leur en robe de sorcier. Sans robe de sorcier. Ils sont en civil le reste du temps. La lumière du film a changé aussi, on est sur quelque chose beaucoup plus sombre. La musique également hyper importante dans celui-là aussi. Ah oui, Windows to the Past. C'est vraiment une des meilleures BO pour moi. Ouais. D'ailleurs, c'est la seconde fois, ce sera la dernière fois que la musique est nommée aux Oscars. Il gagne pas là non plus, mais c'est la dernière fois que ce sera nommé. Je sais pas si c'est bien entendu avec Alfonso Cuarón, mais qui amène quand même une touche de folie. On a cette musique qui s'emballe plusieurs fois, parce que je repensais au Magicobus, toute la séance avec Lupin, là. Avec ce morceau de jazz, elle est incroyable, ultra dynamique. Avec l'épouvantard, oui. Ouais, c'est... Et puis après pour revenir sur les effets sonores, ce que je vous disais hier, quand ils sont en train de remonter dans le temps, ce petit tic-tac en arrière fond des monstres à housser en fait finalement qui tourne est est très subtil et très très bien amené. Dans un autre film, c'était Dunkerque, il y a ça tout le temps aussi. Il y a ce tic-tac en permanence qui s'arrête à la toute fin. Et à la toute fin, tu te rends compte qu'il y avait ce tic-tac, puisque d'un coup, ça s'apaise. Et oui, dans le film aussi, ça s'entend. C'est fort. Même si il y a le retourneur de temps, ça... je sais, je suis désolée. Non, mais moi, j'ai pas trop de problème, mais j'avoue que je suis très docile dans les bouquins ou autres. Mais non, mais du coup, attendez, on parle de retourneur de temps, ok, c'est le moment, essayez de m'expliquer, moi j'ai toujours pas compris. Mais du coup, est-ce qu'il y a deux temporalités en même temps, ou est-ce qu'il remonte dans le temps et du coup ça disparaît? Parce que dans le film, parce que en fait, moi quand je compare le film et le livre, arrêtez-vous de moi. J'arrive pas à comprendre depuis 20 ans, ok. Je vais aller chercher un paperboard. On se retrouve le mois prochain. Mais non, mais parce qu'en plus, dans le film, par exemple, il disparaît, c'est genre, mais là, il dit, ouais, de quoi vous parlez? Donc, en plus, ça n'a aucun sens. Il est là en mode, je sais pas de quoi vous parlez. Alors que, techniquement, il vient juste de leur dire, remonter dans le temps, 3 tours de vrai suffire. Donc, au moins, dit que ça a fonctionné. Enfin, ça, c'était dans le film? Dans le film, ouais. Dans le film, parce que le film est pas forcément très... Oui. Non, bah ça, ok. Mais même dans le livre, du coup, en fait, c'est plusieurs, toute la seconde, il y a plusieurs, est-ce qu'il y a plusieurs univers? Est-ce que c'est le même? C'est juste qu'il existe en plusieurs fois? Est-ce que quand il remonte dans le temps, je suis en train de perdre tout le monde, c'est trop. Non, je suis en train de regarder, chercher dans le chapitre. Ils remontent dans le temps, donc ils sont à 2 endroits en même temps, mais donc du coup, l'univers duquel ils sont remontés dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils reprennent la place, il y a plus ces différentes temporalités qui existent en même temps? Non, pour moi, elle s'arrête. Pour moi, ça disparaît. Donc il n'y a pas quand systématiquement la boucle plusieurs... est bouclée, mais t'as dû tu disparais. Sur Everything Everywhere, le film là. Non, ça allait parce que c'était plus les univers parallèles que remonter dans le temps. Okay. Non, ça va. Les univers parallèles, ça va. Remonter dans le temps, c'est compliqué. Ok, donc c'est une boucle qui revient. Mais non, mon cerveau, il est hermétique. Mais oui, mais parce que si la boucle, elle revient, comment est-ce que... parce que du coup... Il y a déjà les trucs qui se sont passés parce qu'ils ont déjà vu ils ont déjà vu la hache, entendu la hache, donc ça veut dire qu'il y a eu que des gens, il y a une boucle temporelle en permanence sur ce temps-là? Peut-être. J'avoue que je me suis jamais trop posé la question et que je me dis que non, juste cette boucle a été corrigée et voilà. Que peut-être il a été décapité la première fois, que ça a été corrigé et qu'on revient à un temps normal. Mais c'est peut-être faux, hein. Je suis désolée, il n'y a pas de solution. Je me dis en gros c'est ta gueule, c'est magique quoi. C'est vraiment le truc.
non, mais moi, Ah mais je comprends, je peux comprendre parce que je pense quand même m'être interrogée, est-ce que Buck a priori Buck a été tué la première fois ou est-ce qu'on suppose que déjà il est énervé parce que on savait qu'Harry allait changer ça. Je ne sais pas. Je crois que je suis partie là-dessus en me disant bah voilà en fait c'est la correction. Parce que du coup, si c'est déjà ce qui s'est passé dans la première boucle, donc pourquoi est-ce qu'il remonte dans le temps ? Mais s'il y a une boucle qui est où Buck meurt et Sirius aussi, dans ce cas-là, le côté remonté dans le temps, ça peut pas être un seul univers, il y en a forcément plusieurs. C'est magique. Excusez-moi pour cette interlude sur le remonter le temps, c'est très compliqué. Je comprends tout à fait parce que c'est vrai que c'est une question pertinente en fait. Oui, mais j'ai pas de réponse. Depuis plus de 20 ans, j'ai pas de réponse, Mathilde. Je pense que j'ai lâché l'affaire. Je fais ok, c'est comme ça. Et n'oublions pas, ça fait partie des artefacts que Rowling a trouvé comme la carte du Maraudeur. D'ailleurs, dans ce tome-là, elle a donné beaucoup d'artefacts très puissants à Harry et qu'elle a regretté par la suite. Et c'est pour ça qu'elle a fait en sorte dans le 4 notamment, de subtiliser, de faire en sorte que Harry donne la carte à Barty. Et le retourneur qui soient tous détruits dans le 5. Et il la file à Maugré. Ouais, même le retourneur de temps, il l'utilise peu et c'est vrai que c'est bien. Et après, elle va faire exprès de les détruire dans le tome 5. Si on parle d'une très mauvaise fanfiction, les retourneurs dans le temps réapparaissent, mais sincèrement, si vous voulez des bonnes fanfictions, vraiment, je dois encore avoir un répertoire quelque part qui traîne, je peux vous en filer, plutôt que d'aller lire Harry Potter et l'enfant maudit. Et donc oui, c'est vrai que là, quand je cherchais le passage sur le retourneur de temps, je retombe sur le chapitre La finale de Quidditch, qui est à la fin, qui est quand même dans la conclusion du bouquin. Je suis désolée. C'est avec les maraudeurs, c'est quand même un truc qui m'a tellement manqué. Et attendez, non mais un truc qui manque aussi, est-ce qu'on peut parler de Peeves ? Parce que oui, Peeves, il apparaît pas dans les films et tout. Mais là surtout, dans ce bouquin, à un moment, Peeves s'éclate à réveiller Harry en pleine nuit. Juste avant le match, et c'est comme ça qu'Harry voit que Patenron traîne avec le chien, donc avec Sirius. On sait pas encore que c'est un chien, mais d'ailleurs Patenron a une énorme importance dans ce. Enfin, si on sait que c'est un chien, on sait juste pas que c'est Sirius. C'est Sirius, excuse-moi. Mais Patenron a une énorme importance, mais juste il va être là pour avoir une tête écrasée et plein de poils. C'est pas et tout. Manger Croutard. Et manger Croutard, mais en fait ça a à peine de l'importance dans le film finalement. Donc. C'est vrai que c'est pareil, ça coûtait rien d'isoler Hermione pendant. Bah ouais, pendant 10-15 minutes. Oui. Bon, et toujours est-il que Peeves, esprit frappeur, ok qu'on puisse pas le virer, mais enfin quand même, normalement il respecte au moins Dumbledore. Dumbledore lui a pas dit, est-ce que tu peux éviter d'aller souffler dans l'oreille des élèves en pleine nuit la veille d'un match important, ne serait-ce que ça. Au pire qu'il le fasse le vendredi et le samedi soir parce que y a pas école le lendemain et s'il y a pas de match, why not ? Mais enfin, l'esprit frappeur, tranquille. Bah il a peut-être été payé par l'équipe adverse. Ah, moi je pense faut parier là-dessus. Ou par les Serpentards. Parce que tu crois... Bah oui, mais non, c'était pas les Serpentards. Mais tu crois vraiment que les Poufsouffles ou les Serdaigle, je sais pas, c'était les... Ça doit être les Serdaigle de toute façon. Les Serpentards veulent pourrir Harry. Il a pas besoin de ça. Mais tu crois que Peeves a assez de respect pour les Serpentards ? N'oublions pas que c'est le baron sanglant qui lui a demandé. Ah. Non mais baron sanglant, il va pas faire ça. Bah, je sais pas. Non, je pense pas. Je connais pas son emploi du temps. De toute façon, pourquoi son emploi du temps du baron sanglant, c'est de faire pénitence pour avoir tué une femme qui a pas voulu être avec lui. Ouais. Il y a aussi de la violence conjugale dans Harry Potter. Pourquoi Peeves se retrouve encore une fois dans les dortoirs ? Rien que ça. Oui, mais ça, on pourra aussi en parler dans le 4 avec Mimi Géniard dans la salle de bain des préfets. Moi, je voulais juste revenir sur ma scène préférée du film, quand Hermione fout un pain à Malfoy. Oh oui. Non mais elle est incroyable cette scène. Et puis le petit bruitage du nez qui casse et tout, c'est incroyable. Le raconter à personne. Genre il peut y avoir des secrets à Poudlard. Ah bah oui, toute la partie Patronus. Mais oui, non mais attendez, mais ça aussi. La difficulté des Patronus n'était pas la même dans le bouquin et dans le film, c'est certain. Non, ça c'est clair. Oui, parce que du coup, pourquoi Harry a le même Patronus que son père ? On sait pas. Oui, bah c'est pareil, ça, tout ça, en fait, c'était là, c'est ta toujours... gueule, c'est magique, quoi. Toujours le côté, si tu parles pas des maraudeurs, il y a plein de trucs qui sont pas clairs. On ne parlera jamais du Patronus du père de Harry, on ne parlera jamais du fait que ce soit un animagus. Mais oui. Et pourtant, c'est juste, encore une fois, c'est une petite phrase, c'est touchant, ça parle de son père. Moi, je comprends pas. Ouais, non. C'est juste dommage. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés. Je ne poste pas beaucoup de news, mais si vous voulez nous suivre, le lien du compte Instagram est dans la description. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les applications d'écoute qui le permettent. Je remercie le tipeur du mois, MT Shell. Si vous voulez les rejoindre et nous soutenir financièrement, le lien est aussi en description. À bientôt pour un prochain épisode, et n'oubliez pas, lisez des films, regardez des livres, ou le contraire, c'est encore mieux.